Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame la Ministre, je vais essayer de ne pas être trop long et en tout cas, j'aurais aimé évidemment pouvoir commenter tous les points que n'a pas déjà commenté mon collègue Flao, mais je vais faire un focus sur certains d'entre eux et puis j'imagine que nous aurons l'occasion dans les prochaines semaines d'approfondir d'autres thématiques. Tout d'abord, je voudrais souligner et saluer le fait qu'une série de valeurs auxquelles nous tenons beaucoup soit mise au cœur du déploiement de la politique étrangère de la Belgique. La défense des droits humains, la promotion de l'état de droit, de la solidarité internationale et du développement durable, les notions de lutte contre l'impunité, la prévention des conflits et la notion de bien public mondial figurent aussi en bonne place dans votre note et c'est très bien. Alors en matière de prévention des conflits et de consolidation post-conflit, nous avons néanmoins été un peu surpris de constater que les enjeux liés à la promotion et à la protection des espaces pour les sociétés civiles étaient finalement assez peu présents dans votre note. Et donc pourriez-vous nous donner votre point de vue là-dessus, de manière à nous permettre peut-être de compléter notre appréciation et prenez-vous par exemple l'engagement de faire de la promotion de l'espace de la société civile une priorité de la diplomatie belge, en lien évidemment avec les conclusions du Conseil européen, qui font de cet enjeu d'ailleurs une priorité de la politique étrangère européenne. Pourriez-vous aussi peut-être vous engager à plaider pour la création d'un groupe de travail thématique, Shrinking Space, au sein du groupe droits de l'homme du Conseil européen, qui rassemblerait alors des représentants des États membres et des institutions européennes. Et sur cet enjeu spécifique de la place des sociétés civiles, je vais me permettre rapidement un petit focus géographique plus précis sur le Sahel. Je le fais en tant que président de l'UIP Mali, et donc avec un grand intérêt pour cette région-là. À ce stade, on a peu de réponses concrètes quant à la stratégie de la Belgique dans le Sahel. On a organisé récemment des auditions il y a quelques semaines, mais ça reste flou quant à l'implication des sociétés civiles belges et sahéliennes dans la préparation de ces stratégies, et idem d'ailleurs en ce qui concerne la stratégie UE-Sahel, et sur ce point de l'implication concrète de la société civile, tout comme il y a peu de détails sur ce qui est sous-entendu par le respect des engagements mutuels. Est-ce qu'on doit parler, est-ce qu'on doit entendre cela par une forme de conditionnalité? Alors, vous évoquez aussi la nécessaire lutte contre l'impunité et l'accaparement des terres. Et ça tombe bien parce que je voudrais moi aussi, comme mon collègue De Vriend, vous parler de Palestine. L'accord de gouvernement est sur ce point-là certainement l'accord de gouvernement le plus ambitieux qui ait jamais été présenté. Par contre, et je le regrette, et je regrette de devoir le regretter, votre note est au moins un cran en dessous, je trouve, par rapport à l'accord de gouvernement. Et ça, je suis désolé de vous le dire, mais ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. L'accord de gouvernement soulignait la nécessité de réaffirmer le droit international comme socle de tout processus de paix. Et d'ailleurs, l'expression droit international n'a pas été utilisée par vous dans votre présentation orale en début d'après-midi. Et d'ailleurs, votre note se limite à appeler les parties à s'abstenir de toute action unilatérale susceptible de compromettre la faisabilité de la solution à deux États. Ce qui revient selon nous à favoriser le maintien du statu quo. Or, le statu quo, c'est le contraire de la paix. Et c'est aussi le contraire d'une attitude impartiale et neutre. Et je suis étonné que, je vous le répète, dans la présentation orale, encore une fois, le mot droit international n'a pas été exprimé, c'est pourtant la base de la résolution de ce conflit et ça doit le rester. Alors, il ne nous aura pas échappé que, en effet, la situation sur le terrain se dégrade dangereusement et qu'il y a urgence à stopper le train de la radicalisation israélienne. Et par rapport à cette évolution, le gouvernement belge et l'Europe n'ont pas le droit de faire le choix de la cécité volontaire qui serait
certainement le choix de la complicité par inaction. Ce n'est plus tenable. 2020, vous le savez, a été l'une des années les plus intenses en matière de colonisation. Et je vais vous rappeler quelques exemples. Vous savez que les 14 et 15 octobre dernier, Israël a annoncé la construction de près de 5000 nouveaux logements dans diverses colonies, ainsi que la création d'une nouvelle colonie à Argilo-Ouest. Début novembre, Israël a détruit plus de 70 structures palestiniennes, dont plusieurs construites avec le soutien de l'Union européenne et de la Belgique. Une demande de compensation, ça a été rappelé, a été immédiatement envoyée, et c'est très bien, mais elle a été immédiatement rejetée par Israël. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qu'on fait de ces fins de non-recevoir ? Ces démolitions auraient doublé entre juillet et septembre. Et le 15 novembre, Israël a lancé un appel d'offres pour la construction de 1257 maisons dans la nouvelle colonie de Givat Hamatos. Sans parler des plans d'extension des colonies d'Atarot, plus 9000 habitations, et de Har Homa, plus 570, et de la zone E1. Ces plans d'extension très concrets signifieraient la fin de la solution à deux États que votre note prétend pourtant défendre et soutenir. Et nous constatons donc de fait une annexion qui est de facto impossible à nier ou à relativiser. Et ce qui aggrave la situation, c'est que cette politique s'accompagne de déplacements forcés de population. Début de ce mois, l'ONU d'ailleurs a constaté, a dénoncé l'un des plus grands déplacements forcés de population de la décennie dans les territoires palestiniens. Et donc vous comprendrez parfaitement bien que sans une redéfinition majeure et massive de la position européenne, et je le souhaite sous l'impulsion de la Belgique, cette résolution négociée du conflit sur les bases du droit international ne serait plus qu'un mirage, et un mirage qu'on continuera peut-être à défendre pour s'offrir un peu de bonne conscience. Mais on sera en tout cas passé à côté de l'histoire et on aura laissé se produire une nouvelle injustice. Et donc il faut agir. Et sur ce point, encore une fois, j'aurais souhaité une note plus ambitieuse, plus en rapport avec le cadre établi par l'accord de gouvernement. Celui-ci mentionnait en effet la nécessité de réaliser de nouveaux pas concrets, c'est l'expression qui est utilisée dans l'accord de gouvernement, dans l'élaboration d'une liste de contre-mesures efficaces contre l'annexion. Et votre note, par contre, se contente d'évoquer la poursuite de la mise en œuvre de contre-mesures. Et donc, pourriez-vous préciser quels sont les actes concrets que vous entendez poser en matière de politique de différenciation, tant au niveau bilatéral que multilatéral, Madame la Ministre ? Quand et comment comptez-vous avancer sur cette liste de contre-mesures, sachant que ce Parlement, et ça doit vous renforcer dans votre action, a voté une résolution très volontariste sur ce thème le 25 juin dernier. De plus, l'accord de gouvernement prévoit que la Belgique puisse reconnaître la Palestine comme État. Alors ça, c'est une question précise. Comment est-ce que vous articulez cette possibilité à cet autre engagement mentionné dans votre note qui consiste à appeler, et je vous cite, les parties à s'abstenir de toute action unilatérale susceptible de compromettre la faisabilité de la solution à deux États. Donc, comment est-ce que vous articulez ces deux engagements, ces deux possibilités ? Et par ailleurs, est-ce que ce même engagement vaut aussi pour la colonisation israélienne, qui, je le répète, n'a jamais été aussi intense depuis des années et dont on peut considérer qu'elle nuit à la faisabilité de la solution à deux États. Et si c'est le cas, si vous considérez que c'est le cas, avez-vous déjà eu l'occasion d'exprimer, alors que ce soit au niveau européen ou au niveau bilatéral, la condamnation de la Belgique à l'égard des démarches de colonisation récentes faites par le gouvernement israélien ? Voilà pour le dossier israélo-palestinien sur lequel on reviendra régulièrement, vous n'en doutez pas. Alors, je voudrais faire une petite incise aussi concernant l'Iran, parce qu'on sait à quel point l'opposition sunnite-chiite ou, si on préfère, l'axe Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Israël d'une part, Iran d'autre part, on sait à quel point ces oppositions structurent le Moyen-Orient et déterminent en plus son avenir et sa sécurité. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le résultat des élections américaines aura probablement un impact important et impliquera toute une série de revirements ou peut-être de nouvelles donnes qu'il faudra évidemment observer de près. Joe Biden avait annoncé durant sa campagne vouloir retrouver le chemin du JCPOA dont Donald Trump était unilatéralement sorti
au profit de l'activation d'une politique de pression maximale qui avait ouvert d'ailleurs une dynamique d'escalade et d'instabilité. L'Europe avait choisi de ne pas suivre dans cette voie en essayant, bon an, mal an, de maintenir le dialogue. Et vous vous en souvenez, le mécanisme Instex avait alors été mis en place, mais on doit constater que ça a été un échec et l'Iran a commencé graduellement à sortir de l'accord en trahissant lui aussi petit à petit plusieurs engagements qui étaient prévus dans le traité. Alors politiquement, la radicalisation américaine a eu pour conséquence de renforcer le camp des conservateurs et des faucons en Iran qui ont ainsi pu démontrer aux réformateurs l'inutilité de faire des accords avec les Occidentaux. Bref, sur le dossier iranien, deux choses. Quelle est la vision que vous avez du dossier nucléaire? Est-ce que, selon vous, l'accord de Vienne constitue-t-il encore ou continue-t-il d'offrir un cadre pertinent pour reconstruire une dynamique stabilisatrice, sans être dupe évidemment du rôle négatif qu'est capable de jouer l'Iran dans la région? Et deuxième question, ou deuxième remarque, soyons vigilants à ce qui peut se passer d'ici le 20 décembre, date du départ définitif, en tout cas pour 4 ans, de Donald Trump. Il ne vous a pas échappé que Robert Malley, l'ancien conseiller de Barack Obama, a dit récemment dans Le Monde, et ça a d'ailleurs été confirmé par le New York Times il y a quelques jours, les deux articles révélaient la possibilité de frappes américaines contre des sites nucléaires iraniens, et ça aurait été l'intention exprimée par Donald Trump, mais ses conseillers auraient réussi à l'en dissuader. Donc il faudra être très attentif parce que Donald Trump a encore quelques allumettes en main et le baril de poudre dans la région est encore bien rempli. Alors je vais terminer sur les accords de libre-échange. Je suis intimement convaincu, et je l'ai déjà exprimé plusieurs fois dans ce Parlement, qu'il faut revoir le logiciel des échanges commerciaux. L'enjeu du climat et de la déforestation, l'enjeu du dumping social et fiscal, l'enjeu d'un modèle agricole raisonné, l'enjeu enfin de la réindustrialisation et de la maîtrise par les Européens des outils industriels stratégiques. Tous ces enjeux nous obligent à revoir les règles du libre-échange. La mondialisation 2.0, la révolution numérique, rend désormais délocalisables certains services et certains experts, et il y a de plus en plus d'études ou d'articles qui sortent sur le sujet, mais certains experts prévoient d'ailleurs un boom de délocalisation dans les activités de services. Certains considèrent qu'on atteint la nouvelle frontière de la mondialisation. La distance n'est plus un obstacle à la fourniture d'un service, et vous le savez, les services échappent complètement aux droits de douane. Donc ce ne sont plus seulement les emplois industriels qui sont menacés par la mondialisation telle qu'elle a été conçue ces dernières décennies, c'est désormais le secteur tertiaire aussi. Et je vais faire référence à l'économiste américain Richard Baldwin qui prédit l'émergence d'une nouvelle forme de mondialisation où les cols blancs qualifiés des pays riches seront remplacés par des télétravailleurs issus de pays émergents et essentiellement asiatiques. Les services sont d'ailleurs souvent négligés dans les discussions sur le commerce mondial. Et je voudrais faire référence ici au Green Deal, qui porte en lui l'idée très intéressante d'un ajustement carbone aux frontières. Je trouve que ce principe de rééquilibrer les échanges et de corriger les effets du dumping environnemental, la réflexion autour de ce dispositif doit être élargie à d'autres enjeux, et notamment ceux que je viens de citer. Donc soyons vigilants et ne ratons pas ce nouveau tournant de la mondialisation qui pourrait être très destructeur des emplois chez nous et de notre modèle social si on ne l'anticipe pas suffisamment. Alors, un dernier mot sur les FTF. Très rapidement. Donc, rapatriement, OK. Et en effet, il y a un enjeu de sécurité. Georges d'Allemagne l'a souligné, l'idée de pouvoir mettre la main sur nos FTF. Mais il y a une question qu'il faut d'abord résoudre, un enjeu majeur, c'est quid des preuves? Une fois qu'on les ramène ici, comment est-ce qu'on fait pour les traduire en justice sur base de preuves qui permettront de les condamner pour les actes qu'ils ont commis? Moi, je ne souhaiterais pas qu'on ramène des FTF chez nous et qu'on soit contraint de les condamner à 5 ans de prison maximum pour appartenance à une organisation terroriste.
Ça, c'est un danger. Et j'avais interrogé votre prédécesseur il y a plusieurs mois, ça devait être au mois de janvier, quelque chose comme ça, parce que en m'étant rendu au Forum de Doha en décembre 2019, j'ai rencontré le responsable d'une agence de l'ONU qui a pour seule mission de récolter des preuves sur les terrains irakiens et syriens permettant, ou les mettant plutôt à disposition des cours et tribunaux intéressés partout dans le monde. Et à l'époque, votre prédécesseur m'avait répondu ne pas avoir connaissance de l'existence de cette agence. Je vous invite à regarder ça de plus près. Moi, je tiens les coordonnées de la personne à votre disposition, mais si on ne résout pas ce problème-là, si on n'arrive pas à ajouter ce maillon-là à la chaîne, alors l'enjeu du retour des FTF restera porteur de risques importants pour la sécurité chez nous. Et encore une fois, je répète qu'en les laissant là-bas, on n'améliore pas notre sécurité non plus. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment ce chaînon-là à résoudre avant de pouvoir engager le processus plus en profondeur. Voilà, je vous remercie pour votre attention.